La grande question en ce moment, tout le monde parle du silence entre l'Iran et les États-Unis. Et je pense que personne ne peut expliquer ce qui se passe, ce qui se joue en coulisses. Mais selon vous, que se passe-t-il? Il n'y a pas eu d'attaque ces 3 derniers jours, si je ne me trompe pas, depuis plus de 72 heures. Et il n'y a pas non plus d'attaque iranienne contre les pays du CCG. Selon vous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, l'Iran n'attaquera pas les intérêts américains ni qui que ce soit dans la région s'il n'est pas attaqué. Nous n'avons pas commencé la guerre. Nous n'avons pas commencé l'escalade. Nous n'avons pas relancé la guerre. Nous avons toujours négocié sérieusement. L'année dernière, les Américains ont utilisé les négociations comme couverture pour déclencher la guerre de 12 jours. Ils ont recommencé il y a 5 mois pour cette guerre-ci. Les Iraniens, eux, prennent leurs accords très au sérieux. Je ne regarde pas les médias occidentaux, mais on m'a dit qu'aux États-Unis, ils affirment que l'Iran a fait échouer le protocole d'accord en tirant sur des navires dans le détroit d'Ormuz. Ce qui est, bien sûr, absurde. Ces navires sont arrivés après presque 3 semaines de violations américaines concernant presque tous les aspects de l'accord. Et finalement, ils ont violé chacun des articles de l'accord. Ils ont refusé de contraindre le régime israélien à quitter le Liban. Ils ont refusé de restituer les avoirs iraniens volés. Tout cela faisait partie de l'accord. Ils ont étendu le régime de sanctions, une autre violation. Ils ont continué à menacer les Iraniens, une violation. Puis, ils ont retiré les sanctions. Ils ont levé les sanctions sur les exportations pétrolières iraniennes. Puis après seulement quelques jours, ils les ont rétablies, ils ont fait marche arrière. Une autre violation. Et celui qui nous a conduits là où nous en sommes, c'est les États-Unis. Tout en commettant toutes ces violations, ils ont ouvert leur propre corridor dans le détroit d'Ormuz, en violation de l'article 5. Et avec la complicité des Saoudiens, des Koweïtiens, des Qataris et des Émiratis, ils ont fait passer des navires par ce corridor, malgré les avertissements répétés de l'Iran. Au final, les Iraniens ont frappé 3 navires, parce qu'ils avaient averti, pendant des jours, les Saoudiens, les Émiratis, les Américains, les Koweïtiens, et ainsi de suite. Ensuite, les Américains ont tiré sur l'Iran, ont attaqué l'Iran, ont relancé la guerre. C'est une nouvelle violation. Et bien sûr, ils ont rétabli le siège, ce qui constitue la violation finale. Tout a été violé, donc ils n'ont rien à reprocher. Et l'Iran a rempli ses obligations. Aujourd'hui, beaucoup critiquent l'Iran en ligne. J'ai vu des gens... Je ne participe pas beaucoup aux échanges sur Twitter, parce que je suis vraiment débordé par les différentes choses que je dois faire. Mais je vois parfois ce que les gens écrivent ou disent, que l'Iran est naïf, que l'Iran ne devrait pas négocier, que l'Iran devrait déclencher la guerre. L'Iran a certains principes. Il a des principes religieux auxquels il doit se conformer, donc il ne déclenche pas la guerre. Il ne déclenche pas de guerre ni d'escalade, et il mène les négociations de bonne foi. Bien sûr, cela ne veut pas dire que l'Iran est naïf. L'Iran, contrairement à une idée répandue avant la guerre de 12 jours, je suis désolé, je m'égare, je sais que je ne réponds pas à votre question, mais j'y viendrai dans un instant. L'Iran, avant la guerre de 12 jours, savait que les États-Unis allaient attaquer, mais il a quand même négocié, parce qu'il voulait montrer aux Iraniens et à la communauté internationale que le problème ne vient pas de l'Iran, mais des États-Unis. Certaines personnes disent que cela ne sert à rien, que c'est une démarche inutile. Mais je pense que c'est l'inverse qui est vrai. Avant cette guerre, les Américains ont une fois de plus utilisé les négociations comme un moyen de tromperie. Mais les Iraniens ne se sont pas laissés tromper. Ce qu'ils ont fait, en revanche, c'est montrer une nouvelle fois à la communauté internationale, ainsi qu'aux Iraniens, à certains Iraniens qui se sont peut-être demandé « Et si nous avions négocié ?»
peut-être qu'il n'y aurait pas eu de guerre. Que l'Iran avait tout prévu, comme on dit aux États-Unis, afin que personne ne puisse ensuite reprocher à l'Iran d'être responsable de la guerre. Et bien sûr, le protocole d'accord. Les Iraniens savaient, nous en avons parlé ensemble dans votre émission, et nous avons abordé tous ces sujets au cours de l'année écoulée, même depuis plus d'1 an. Mais lorsque le protocole d'accord a été signé, l'Iran savait que les États-Unis le violeraient. Ils savaient que les États-Unis chercheraient très probablement à le faire échouer. Mais les Iraniens ont utilisé le protocole d'accord comme un moyen de se préparer à l'étape suivante. Ils avaient des dizaines de millions de barils de pétrole dans des pétroliers en attente, bloqués dans le golfe Persique. Ils les ont vendus et ont fait entrer les fournitures nécessaires. C'est un pays de quelques 90 millions d'habitants. Il faut prendre soin de sa population. Ce n'était donc pas parce que l'Iran était naïf. C'était parce que l'Iran agissait à la fois de manière morale, tout en veillant à ce que les États-Unis perdent le soutien de la communauté internationale, ainsi que les cœurs et les esprits des populations du monde entier, et à ce que l'Iran puisse tirer parti des différentes occasions qui se présenteraient. Cela mis à part, nous en sommes aujourd'hui à un point où personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Les États-Unis, nous ne faisons pas confiance aux États-Unis. Personne ne fait confiance aux États-Unis. Et les États-Unis sont silencieux depuis 3 jours. Alors pourquoi les États-Unis sont-ils silencieux? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'ai bien sûr lu les différents rapports qui sont sortis, selon lesquels de hauts responsables aux États-Unis ont mis Trump en garde contre une escalade et la poursuite de la guerre, contre les pénuries au sein de l'armée, contre le coût économique et, j'en suis sûr, contre la crise économique mondiale. Car, à l'heure où nous parlons, le détroit est toujours fermé. Le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert. Donc, les pénuries mondiales s'aggravent. Et puis la mer Rouge, bien sûr, est venue s'ajouter aux problèmes des États-Unis. Nous avons vu Ansarullah, au Yémen, neutraliser des installations saoudiennes clés. La situation devient donc plus difficile, littéralement de minute en minute, pour l'économie américaine, pour les économies occidentales, et bien sûr pour nous tous, pour l'économie mondiale. Donc, même s'il n'y a pas de tir, c'est pas comme si les choses étaient revenues à la normale. Le détroit est fermé. Les 2 détroits sont fermés, du moins en mer Rouge, à Bab el-Mandeb, pour les Saoudiens. La question est donc la suivante. Que prévoient les Américains? Est-ce vraiment ce que disent ces journalistes ou ces informations, à savoir qu'on dit à Trump que ce n'est pas une bonne idée de continuer? Ou bien les États-Unis se préparent-ils à une escalade? Nous ne le savons pas. Les Iraniens pensent qu'il est tout à fait possible que les États-Unis choisissent l'une de 4 options, disons. La première serait de mettre fin à la guerre et de chercher une solution. Mais si l'on s'engage dans cette voie ou dans toute autre voie, au final, les Iraniens n'accepteront pas le précédent protocole d'accord. Ils voudront certaines choses dès le départ. Et le protocole d'accord ou tout autre accord devra inclure d'autres éléments, comme le Yémen et Gaza, de manière plus explicite qu'auparavant. L'Iran sera donc plus exigeant. Et comme je l'ai dit, l'Iran exigera certaines choses avant même de commencer à appliquer quoi que ce soit. Sinon, ce détroit restera dans l'état où il est. Et ce n'est pas une situation que les économies occidentales peuvent ignorer. La première option, c'est la désescalade. La deuxième, c'est de reprendre les bombardements. Si cela se produit, le statu quo va perdurer. L'économie mondiale continuera de se dégrader et les États-Unis n'auront rien obtenu. La troisième et la quatrième option se ressemblent quelque peu. L'une consisterait à mener des frappes massives dans tout le pays.
L'autre a lancé une campagne terrestre dans le golfe Persique, ou peut-être une aventure insensée pour prendre une montagne près d'Ispahan ou près de Qom, ou une combinaison des deux. Et cela entraînerait, bien sûr, des représailles massives de l'Iran, des représailles immédiates. Cela conduirait à la destruction totale des infrastructures critiques des pays du Golfe Persique qui ont aidé les États-Unis dans cette guerre, à savoir le Koweït, les Émirats, l'Arabie saoudite, le Qatar et Bahreïn, et peut-être désormais Oman, après son implication dans le déclenchement de cette deuxième phase de la guerre, en aidant les Américains à lancer ce corridor. Et si l'Iran détruit ces pays, cela signifie qu'ils s'effondreront. Ces pays se désintégreront en quelques heures, ou peut-être, au plus, en quelques jours. Et cela provoquerait une panique dans toute l'économie mondiale. Trump ne pourra plus parler et manipuler les marchés. Ce sera terminé. La situation, les pénuries sont déjà là. Et puis quand les gens verront des images de bâtiments en feu, de champs pétrolifères et d'installations pétrolières et gazières à travers toute la région, ils sauront que c'est fini. Alors, tout sera fini. Vous verrez les économies occidentales s'effondrer. Voilà ce qui se passerait si les États-Unis passaient à l'étape 3 ou 4, c'est-à-dire une vaste campagne aérienne, une forme d'invasion ou une combinaison des deux. Les Iraniens ne se retiendront absolument pas. Ce sera fini. Et nous voyons déjà ce que le Yémen peut faire à l'Arabie saoudite. Or, ce que l'Iran peut faire est très supérieur à ce que le Yémen peut faire. Et bien sûr, il y a l'Irak et la résistance en Irak. Donc nous ne savons pas. Mais l'Iran est préparé au pire et attend de voir jusqu'où Trump veut aller. Vous avez évoqué le cas du Yémen et de l'Arabie saoudite. 48 heures plus tard, de nouvelles images montrent toujours qu'Aramco est en feu et continue de brûler après 48 heures. C'est important, ce qui se passe. Je pense que la manière dont le Yémen est entré dans la guerre est très importante. Le moment choisi pour son blocus l'est aussi pour l'avenir du pays. Et est-ce que cela va, supposons que des discussions aient lieu, ou que les deux parties s'échangent des messages? Quel serait le rôle du Yémen? Va-t-il faire partie des négociations, des discussions entre les États-Unis et l'Iran? Sans aucun doute, sans aucun doute. Le Yémen a été très intelligent. C'était un choix très intelligent. Ils ont choisi le moment où le détroit d'Ormuz était fermé pour dire qu'il fallait mettre fin au siège imposé au peuple yéménite. Ces gens sont assiégés depuis bien plus de 10 ans, avec l'aide littéralement de tous les pays de notre région. Les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris, la Turquie, l'Égypte. Tous, dès le début, étaient sur la même ligne concernant les attaques génocidaires contre le Yémen, quand les Saoudiens et les Émiratis ont lancé la guerre contre le peuple yéménite. Et le Yémen a persévéré. Pendant des années, ils ont riposté. Et finalement, ils ont développé leurs propres capacités en matière de missiles et de drones. Et ils ont commencé à frapper les infrastructures pétrolières saoudiennes. Et cela a conduit au cessez-le-feu. Mais le siège est toujours en place. Cela doit prendre fin. Vous ne pouvez plus étrangler notre peuple. Et c'est la meilleure occasion, parce que lorsque le détroit d'Ormuz est fermé, l'impact de la fermeture de la mer Rouge devient beaucoup plus important. Si le Yémen avait fait cela, disons, pendant le protocole d'accord ou avant le début de la guerre, l'impact aurait été considérable, mais bien moindre, parce que la majeure partie du pétrole saoudien, ainsi que ses produits pétrochimiques ou raffinés, viennent du golfe Persique. Mais maintenant qu'il est fermé, et que les marchés mondiaux sont proches de la crise en raison de 5 mois de pénurie cumulée, c'est le meilleur moment pour saisir le régime saoudien à la gorge et lui dire « Vous devez nous donner nos droits ».
Et les Saoudiens leur ont donné le prétexte parfait. Quand les Iraniens ont envoyé un avion pour ramener la délégation yéménite, enfin, ils ont envoyé un avion pour venir chercher la délégation yéménite, brisant ce siège immoral et illégal. Les avions saoudiens se sont dirigés vers l'aéroport. D'après ce que j'ai lu, les défenses aériennes les ont forcés à rebrousser chemin. Ensuite, alors que la délégation retournait à Sanaa, la capitale, les Saoudiens ont bombardé l'aéroport. Cela a indigné l'Iran, mais c'était un acte de guerre contre le peuple yéménite. Cela a donc permis au Yémen de riposter. Et puis bien sûr, cela a conduit à la frappe massive contre les installations pétrolières saoudiennes et bien sûr à la fermeture du détroit d'Ormuz ou du détroit de Bab el-Mandeb. C'est donc un moment idéal pour le Yémen. Leur action a aujourd'hui bien plus de poids qu'elle n'en aurait eu à n'importe quel autre moment. Et bien sûr, cela apporte aussi d'énormes avantages à l'Iran, parce que cela accroît l'impact que l'Iran exerce contre les Américains en contrôlant le détroit d'Ormuz. Cela montre tout simplement que l'Axe de la résistance est une alliance très efficace et très puissante. Et l'ayatollah Khamenei, le martyr qui a créé cela, ainsi que le général Soleimani, le martyr qu'il a créé à ses côtés. Nous voyons maintenant à quel point c'est important, tout aussi important que les missiles et les drones eux-mêmes, et que les villes souterraines de missiles et de drones créées en Iran et au Yémen. Et bien sûr, la résistance en Irak n'est toujours pas. Elle attend encore le bon moment pour intensifier les choses. C'est une force bien plus nombreuse, même que le Hezbollah, et elle a accès à des armes sophistiquées. Donc, ce n'est pas une guerre que les États-Unis peuvent gagner. Mais vous n'en entendrez pas beaucoup parler dans les médias occidentaux, tout comme nous n'avons pas beaucoup entendu parler des attaques yéménites contre les installations pétrolières saoudiennes. On dirait que les médias occidentaux, même ceux qui s'opposent à Trump, veulent minimiser la situation. Pourtant, la situation est très critique pour Trump et pour les États-Unis en Occident. Si l'on regarde la manière dont l'axe de la résistance réagit, à mon avis, je dis bien réagit, pas agit, parce que tout tournait autour du Yémen. Dans le cas du Yémen, il y avait un siège contre le Yémen. Le Yémen réagit à ce qui lui arrive. L'Iran réagit aux attaques des États-Unis. Mais voyez-vous un moment où même dans cette posture réactive, ils vont passer à l'action préventive, comme l'a fait le Yémen, comme l'Iran. Qu'en est-il de la situation dans le détroit d'Ormuz? Ces dernières 24 heures, comme vous l'avez mentionné, rien ne s'est passé. Il y a eu des informations faisant état d'attaques ou de navires tentant de traverser le détroit d'Ormuz et qui auraient, d'une manière ou d'une autre, été touchés par des mines dans cette zone. Vont-ils tirer les leçons de cela ou allons-nous voir la même chose se reproduire? L'Iran attaquant dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis poursuivant avec la même attitude. Ou bien allons-nous, comment voyez-vous les choses? C'est assez chaotique quand on regarde la situation à Bab el-Mandeb et dans le détroit d'Ormuz. Allez-y. Eh bien, le Yémen n'a pas pris les Saoudiens de court, comme je l'ai indiqué. Ils ont mené une frappe aérienne contre l'aéroport international de Sanaa pour empêcher l'atterrissage d'un avion de ligne iranien. Et cela a donc donné au Yémen l'occasion de frapper. Cela dit, même si le Yémen avait simplement attaqué sans que les Saoudiens ne mènent cette frappe, cela aurait tout de même été légitime et non préventif, parce qu'ils ont imposé un siège en, vous savez, ce grand pays qu'est le Yémen, un siège contre les femmes et les enfants. Et cela dure depuis des années. C'est une guerre, et elle est illégale. Et l'Occident la soutient. Ces régimes régionaux aussi. On voit par exemple comment des pays soutiennent l'Arabie saoudite en ce moment. Je veux dire, je ne veux pas tous les nommer,
mais certains d'entre eux soutiennent soudainement le même camp que les Américains. Le camp des Saoudiens, qui sont du côté des Américains, eux-mêmes du côté des Israéliens. Alors, quand on regarde Erdogan, quand on regarde malheureusement le Pakistan, certaines choses qui sont dites dans les médias, c'est assez surprenant. Dans certains médias pakistanais, le genre de langage employé est surprenant. Mais le Yémen avait parfaitement le droit de mener cette attaque. Et le Yémen, ce n'est pas une attaque préventive. Et je ne vois pas l'Iran mener une attaque préventive, même si l'Iran pourrait attaquer, parce que les Américains ont créé et imposé un siège à l'Iran. Et cela, c'est un acte de guerre. Mais encore une fois, je ne pense pas que l'Iran le fera. Je pense que l'Iran attendra de voir si les États-Unis veulent désamorcer l'escalade. Si c'est le cas, l'Iran ira dans cette direction. Mais bien sûr, un accord ne ressemblera pas au protocole d'accord. Les Iraniens auront davantage d'exigences. Et comme je l'ai dit plus tôt, ils poseront certaines exigences dès le départ. Je ne vois pas les États-Unis, ni Trump en particulier, les accepter. Et si les États-Unis souhaitent reprendre la guerre, l'Iran recommencera à riposter. Et bien sûr, l'Iran frappera les États-Unis plus durement. Jusqu'ici, au cours des 2 dernières semaines de combat que nous avons vues avant cette pause, les Iraniens ont frappé les Américains plus durement que les Américains n'ont frappé l'Iran. Je pense que c'est désormais clair pour tout le monde. Et si les États-Unis veulent escalader, alors ce sera la guerre totale. Et ce sera la fin. La carte de la péninsule arabique changera. Et elle changera ailleurs aussi, parce que lorsque les choses s'effondrent, d'autres pays s'effondrent avec elles. La Jordanie s'effondrera. Partout dans le monde, ce sera le chaos, parce qu'il y aura une dépression économique mondiale. Ce n'est pas seulement dans notre région, de vous savez la Turquie au Soudan, ou de l'Égypte à l'Inde et au Pakistan. Cela touchera l'Amérique latine, cela touchera l'Afrique, cela touchera l'Europe. Ce sera dévastateur. L'Amérique du Nord, cela dévastera le monde. Donc espérons que le monde n'ira pas jusque-là. Mais tout dépend vraiment de Trump, de Netanyahou et des sionistes. Et bien sûr, Netanyahou est en route pour les États-Unis afin de voir s'il peut faire s'effondrer l'économie mondiale.